Bonsoir tout le monde, asseyez-vous, mais je vais quand même commencer à parler. De toute façon, je vais durer 15 secondes, donc ça va aller très vite. Voilà, juste pour vous souhaiter la bienvenue. Souhaiter la bienvenue à toutes les têtes et à toutes les personnes en dessous des têtes qui viennent de l'extérieur de l'école, parce que j'en reconnais beaucoup. Enfin, je vois beaucoup de monde que je ne connais pas nécessairement, donc c'est très bien. On est hyper content dans ces cas-là de voir qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent ici. Et puis voilà, tout simplement pour vous demander de bien vouloir accueillir Patrick Bouchain ce soir avec nous pour une conférence très impromptue, comme ça, en fait, très spontanée. Merci Xavier qui a eu l'intelligence ou le bon raisonnement pour nous amener Patrick ce soir. Voilà, nous on a passé la journée, un bout de la journée ensemble, notamment à se promener dans le projet Pivoine. On a déjà appris beaucoup de choses. Patrick est quelqu'un d'extrêmement important dans la scène architecturale des dernières décennies, et notamment par des pratiques très alternatives, de manière d'engager les citoyens, les citoyennes, la ville, le tout dans des architectures habitées. Donc je pense que c'est ça dont tu vas nous parler ce soir, de manière là aussi un peu spontanée. En tout cas, voilà, je te laisse le micro qui est déjà bien accroché. Je replie celui-ci. Bonne soirée à tout le monde et bienvenue à toi, Patrick. Merci. Non, c'est pas que c'est une soirée imprévue ou impromptue, si vous voulez, mais vous le verrez dans votre vie, construire trop les choses ou être trop rationnel ou de vouloir trop prévoir, ça ne marche jamais. Hein. Vous l'avez vu dans vos relations amicales, amoureuses, dans la façon dont vous vous habillez, ou je sais pas, le matin, tout. Quand vous vous levez, vous pensez que vous allez faire ça dans la journée, et en fin de compte, vous allez faire autre chose qui n'est pas quelque chose qui vous échappe, mais c'est quelque chose, en fin de compte, qui vous convient mieux grâce au contexte dans lequel vous allez commencer votre journée. Vous voyez, le contexte est très important. Et donc, pour l'architecture, le contexte est déterminant. Et dans le contexte, il n'y a pas que le contexte géographique, il y a le contexte, pour moi, le premier, qui est le contexte social, puisqu'on construit, parmi les autres, pour le bien de tous. Si vous voulez, c'est quand même un métier d'intérêt général. Et donc, le contexte est souvent oublié. Des fois, le contexte géographique est renforcé, le contexte culturel modélisé, et le contexte social, il est négligé, voire absent, si vous voulez. Et donc, je pense que l'architecture, elle est une manifestation culturelle, mais elle est une manifestation sociale. C'est-à-dire que, en fin de compte, la forme de l'architecture est une forme qui est une forme inattendue par un contexte social. Et donc, au même titre qu'une œuvre d'art, quelqu'un qui soit un peintre, qu'il soit peintre ou un metteur en scène de cinéma, il y a des choses qui sont préparées, mais il y a des choses qui sont inattendues. Et le fait, à un moment donné, de tourner un film en extérieur, en studio, avec des acteurs et des techniciens et autres, il y a un contexte qui fait que l'œuvre, au moment où elle se fait, parce que c'est à ce moment-là qu'elle se fait, elle se fait par la réunion de ces différents éléments qu'on avait envisagés, mais que ce n'était pas évident que ça se fasse de la même façon. Et ça peut être pareil pour un travail manuel. Contrairement à ce qu'on croit, si vous voulez, on n'a pas une main mécanique qui répète tout le temps la même chose. On a un savoir-faire, et le contexte dans lequel vous faites cet acte de construction, que ce soit une maquette ou que ce soit un travail, comme on l'a vu tout à l'heure, en allant donc là à la mine, un travail de maçonnerie, d'assemblage et autres, et ben le contexte change. Le poids de l'élément qui est en bas est plus lourd que celui qui est en haut, et peut-être que le jour où il pleut, c'est pas la même chose que le jour où il ne pleut pas et tout. Et donc on oublie tout le temps que l'architecture, elle est faite donc à la main, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On assemble des produits industrialisés qui sont eux aussi faits à la main. Parce que quelqu'un qui travaille avec une machine, il fait un produit, mais la machine ne le fait pas tout seul. Soit la personne a construit la machine, et après la machine fait la chose toute seule, mais la chose, quand elle sort de la machine, vous le verrez, elle est emballée, assemblée, transportée, réceptionnée, sélectionnée, puis elle est réassemblée avec d'autres objets. Et cet acte d'assemblage
est un acte donc manuel ou un acte qui est entre la pensée et l'acte. Donc, pour revenir à ce qu'on vient de dire là sur ma conférence, elle est obligatoirement contextuelle. Je suis arrivé à Saint-Étienne, Xavier m'a promené, après je suis allé voir avec d'autres pivoines, j'ai déjà tenu des propos anticipant la soirée, en disant bah, puisque vous me montrez ça, moi je ferai comme ça, comme ça, comme ça et tout. Et d'ailleurs on m'a dit est-ce que c'est ce soir, tu diras ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, pour partie, mais en effet tout ça, ça appartient à ma vie. Voilà, moi ça fait presque 60 ans, on va dire, que je construis. Puisque j'ai 80 ans depuis hier, que j'ai commencé à travailler à 21 ans et que je n'ai jamais arrêté. Et donc, mais par contre, ce que je faisais quand j'avais 21 ans et ce que je fais hier n'a rien à voir. C'est-à-dire que j'ai continuellement appris, modifié, et j'ai modifié parce qu'on m'a fait changer par les gens que j'ai rencontrés, et j'ai modifié parce que le contexte a changé. Voilà. La culture, la vie sociale, l'économie a changé. Et donc, on pourrait dire que la conférence que je vais faire ce soir, je voulais faire une chose qui est en fin de compte une constatation que je fais presque à la fin de ma vie. Vous voyez, parce que souvent on me dit, mais toi, comment tu fais pour y arriver ? Et donc, je ne supporte pas cette expression, sous-entendu, on t'aide, ou tu as de l'argent, ou tu connais des gens, tu as le bras long, enfin, ouais, toutes les expressions et tout. Et donc, je m'aperçois, en fait, à la fin d'une vie, que ce qui m'intéresse, c'est de remettre en route ce qui est disloqué, ou de recomposer ce qui est décomposé. Et donc, l'architecture, elle est un prétexte, parce qu'en effet, faire à manger, eh ben, c'est pour se nourrir. Mais peut-être que faire à manger, c'est aussi pour se réunir. C'est à un moment donné, et faire à manger, eh ben, c'est peut-être aussi pour expérimenter. Vous voyez, donc, on peut recommencer tous les jours la même chose, à faire mais en fonction de la personne avec laquelle on va manger, à l'heure à laquelle, ou le marché que l'on a fait, c'est différent. Et donc, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était ce qui paraît être impossible. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, et même quand vous étiez enfant, on dit souvent « ne fais pas ça ». Un enfant d'ailleurs, très souvent on dit c'est infantile de dire non. Un enfant dit tout de suite non. Tu fais ça, non. En fait, c'est une façon de marquer son territoire, son autorité, son indépendance, et ainsi de suite. Et vous verrez, vous l'avez sûrement déjà vécu à l'école, et vous le verrez dans votre vie professionnelle, dès que vous voudrez faire quelque chose, il y a quelqu'un qui se mettra au travers de la route, comme on dit. Il y a quelqu'un qui dira non, ça n'est pas possible, ou non, on va le faire comme on l'a fait avant. C'est-à-dire qu'on va toujours considérer que ce qu'on a fait avant doit être fait. Mais ce qu'on a fait avant ne peut pas, en fin de compte, être quelque chose qui se reproduira de la même façon. À part si c'est très mécanisé. Mais de toute façon, comme je vous le disais, même l'assemblage fera changer. Je ne pourrais pas faire 2 fois la même architecture. Et donc, même le « avant » fait partie de la réalité que quelqu'un comme vous a transformée. Ce n'est pas une réalité qui est arrivée comme ça, comme sur n'importe comment. Elle est arrivée parce qu'il y avait un contexte, et donc elle est là. Et cette chose-là, on vous la met toujours devant vous en disant non, ce que tu dois faire, ou ce qu'on t'a commandé, ou ce que tu comptes faire, si tu veux le faire autrement, ça n'est pas possible, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Et donc, c'est un peu comme si on vous mettait un obstacle. Voyez. Mais vous-même, vous aurez des fois tendance à le faire par facilité. Vous voyez, quelqu'un qui dit « moi je vais faire autrement », on dit « ah, on ne va pas recommencer, voilà, on a déjà testé, on peut faire la même chose ». Et donc, c'est essayer de voir quel est cet obstacle, en fin de compte, qui est tout le temps présent, qu'il soit réglementaire. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure chez Pivoine. Si vous allez dans le lieu, eh ben, le lieu, il est conforme sur le plan réglementaire à quoi? Parce qu'il a été fait sûrement pour être un jour peut-être une usine de production. Après cette usine de production, elle s'est arrêtée et c'est devenu peut-être un lieu de stockage, d'après ce qu'on voit, puisqu'il y a des armoires frigorifiques. Puis après, c'est devenu un restaurant qui, en rez-de-chaussée, a considéré que ce grand volume pouvait être un restaurant. Vous voyez donc quelque chose qui a été produit pour faire une chose,
dans le temps, s'est transformé sans que personne n'y touche ou sans que personne n'y pense. On n'a pas dit on va refaire un autre programme et on va donc construire un restaurant. On va construire, en fait, on s'aperçoit que ce qui n'est pas fait pour est plus approprié que ce qui est fait pour. C'est-à-dire que ce qui n'est pas fait pour laisse une porte ouverte à l'action, à la transformation, à l'appropriation. Et donc, peut-être que ce qui paraît être l'obstacle, ce qui paraît être en effet ce qui empêcherait de faire, mettons, à Pivoine, une école d'architecture, on pourrait dire comme ça, mettons, imaginons que ce soit une antenne de cette école, jamais personne dans la ville, au moment où ce bâtiment s'est construit, a pensé avant qu'un jour, il y aurait après une école. Et pourtant, peut-être qu'une école, en s'installant là, elle aura des espaces capables qui auront plus de capacité pour construire, mettons, des choses à l'échelle 1, comme vous avez déjà testé sur place, que ne le ferait ici une salle de maquette ou de construction. Donc vous voyez que ce qui paraît être un obstacle, en fin de compte, ne l'est pas, et ce qui est un obstacle n'est pas un ennemi. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais considérer que... Moi, j'ai mis du temps avant de me rendre compte de ça. C'est presque une philosophie zen, si vous voulez. En fin de compte, vous ne pouvez pas considérer que la personne qui vous empêche, ou la personne qui croit bien faire et il vous empêche en croyant bien faire, elle est ennemie à l'action. Elle est peut-être là parce qu'elle prend peur ou parce qu'elle est dans l'inconnu et tout, mais en fin de compte, elle n'est pas une personne que l'on doit éliminer, ni une personne que l'on doit éviter. Parce que si jamais vous éliminez la personne violemment, qui vous empêche de faire les choses, ce qu'on appelle un combat, mettons, dans un combat à deux, il y en a un qui gagne, mais celui qui a perdu, il a quand même une revanche à faire. Voilà. Donc la prochaine fois, il va s'aiguiser pour le prochain combat, il va tenter de gagner. Donc une fois vous gagnerez, une fois vous perdrez. Et éventuellement, si vous l'évitez, cette personne, en disant « bon, de toute façon, je ne fais pas avec elle, voilà, ça ne marchera pas et tout », je l'évite, c'est-à-dire que je le contourne. Les gens ont cru pendant très longtemps que je faisais comme ça, que, en fait, quand j'évitais, je retournais et qu'on trouvait que j'étais malin, rusé, habile, j'avais tous les compliments possibles, mais jamais on disait, en fait, compte, en faisant avec ce qui paraît être l'obstacle, il a résolu le problème, parce qu'en faisant avec, dans tout ce que contient l'obstacle, en fin de compte, il y a tout ce que contient la société. Vous voyez, quand on dit il faut faire de la participation, et il faut donc mettre tout le monde en jeu, il ne faut pas mettre les gens en jeu en leur demandant un avis extérieur, c'est-à-dire un avis comme un consommateur, où on met sur le marché un produit, le produit est acheté ou pas acheté, on peut dire voilà, le consommateur accepte. Mais quand on demande un avis comme ça aux gens, qu'est-ce que vous pensez d'eux, on ne peut pas répondre à cette question. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes devant, je sais pas, une œuvre d'art, ou vous allez au cinéma et tout, ou que vous recevez un choc un jour même, peut-être même voilà, sentimental et autres. Il y a des moments où vous êtes obligé de prendre du recul et vous ne pouvez pas donner une réponse à la chose que vous avez vécue. Et donc, il faut se mettre à un moment donné où on reçoit des chocs et éventuellement, donc, on s'entrechoque et peut-être qu'en s'entrechoquant, on fait des choses ensemble et que c'est par nécessité. Vous voyez, c'est pas par idéologie. C'est pas pour dire, voilà, il faut être tous ensemble parce qu'on a une société. Il faut bien, à un moment donné, ce qu'on appellerait faire société. Il faut qu'on puisse faire société face à une structure qui, en général, pour permettre de contrôler la société, qu'on pourrait appeler la réglementation, la loi, l'État. Donc pour faire société, il faut, à un moment donné, se prendre du recul par rapport à ce qui est nécessaire pour que notre vie commune existe. Il faut prendre du recul pour pouvoir agir à l'intérieur et en agissant à l'intérieur, réunir ce qui paraissait être disloqué, isolé et repoussé. Alors, en disant ça, si vous voulez, c'est comment faire de l'obstacle le projet. Alors, c'est sûr que l'obstacle, il n'est pas aussi simple que ce que je viens de dire. Il n'est pas, je veux faire voilà, une architecture comme ça, il y a un mec qui me dit non, c'est pas comme ça, et donc j'ai découvert l'obstacle, et avec un et tout. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est repérer l'obstacle. Et comme vous allez voir que dans votre vie, ce qui compte, c'est que quand même, votre métier, vous l'exerciez de manière utile et dans l'intérêt général, et que peut-être vous participiez en tant que citoyen à l'amélioration du métier que vous faites ou que de la production que vous pouvez faire grâce à votre métier. Donc c'est assez compliqué parce qu'il faut, à un moment donné, ne pas attendre ce qu'on appellerait la commande d'une chose modélisée, mais peut-être repérer dans la vie sociale, je reviens à ce qui est
mon lieu préféré, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas fait, ou qui pourrait être fait, ou qu'est-ce qu'il y a comme groupe qui pourrait, en effet, avoir envie d'agir et qui ne peut pas agir parce qu'il n'a pas les compétences ou le courage d'agir. Parce que vous verrez dans votre vie, ce qui est très important, c'est que vous soyez animé. Vous ne pouvez pas tout le temps être abattu par le fait que voilà, rien n'est possible, j'ai pas de travail, machin et tout. Puis, en fin de compte, on se soumet. Je veux dire, on est esclave, voilà, sans s'en rendre compte. Mais c'est impossible. Alors, il faut donc être capable, un peu comme quelqu'un de très curieux, de repérer ce qu'il y a de particulier dans votre environnement, ce qu'il y a en fin de compte d'intéressant à réaliser ou à construire, on va utiliser le terme qui est peut-être le plus approprié, et quels sont les gens qui peuvent le faire avec. Donc quand j'enseignais, enseigner à Paris, on faisait un exercice assez simple. Si vous voulez, on prenait le métro jusqu'à la porte donc, la plus éloignée, la porte du métro, et on rentrait comme une sorte d'analyse socio-urbaine, si vous voulez, assez militante, en disant, ben voilà, on va rentrer en groupe jusqu'à l'école, et il faut qu'on ait trouvé, en arrivant à l'école, un sujet d'intérêt général pour lequel on peut, dès ce soir, se mobiliser pour le résoudre. Alors, c'est assez étonnant parce que pour certains, ça peut être, bon, bah, je sais pas quoi, au début, ça commence comme ça, je sais pas quoi, la bordure de trottoir, la jardinière, le machin, ou c'est laid, c'est très modélisé, si vous voulez. Puis au bout d'un certain temps, vous apercevez que quand même, quand on regarde des choses, là, on peut voir que quelqu'un est mal logé, ou qu'un commerce ne peut pas exercer son commerce et tout. Et petit à petit, ce qui paraît être au premier degré devient profond. C'est-à-dire, en fin de compte, tenir une activité sur l'espace public, c'est une activité de lien social. On ne déclare pas, voilà, on va se réunir à cet endroit. Non. À un moment donné, on faisait cette analyse, et arrivant à l'école, on faisait comme une sorte de synthèse. Il y avait comme ça 4-5 idées, et on disait, eh bien non, en fin de compte, aujourd'hui, on va retenir que ça. Et demain, d'ailleurs, on retournera voir l'endroit, la personne, le groupe et autres, et on ira tenir une conversation ou une discussion ou un échange sur ce que l'on a perçu de l'endroit. Comment créer le premier lien. À chaque fois, si vous voulez, on ramenait quelque chose qui devenait un sujet mais incroyable. Mais ça pouvait même être d'aller à l'étranger. Parce qu'on pouvait rencontrer quelqu'un sur un territoire, je ne sais pas quoi, de la Seine-Saint-Denis, dont le sujet était en Algérie. Oui, parce que ce n'est pas le sujet, mon épicerie, mon machin, et ainsi de suite. Et donc, c'est toujours de se dire, comment, grâce à cette personne qu'on a rencontrée sur un détail, ramène au général, dont le général se trouve dans son pays d'origine. Voilà. Et donc, après, c'était un peu aussi la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Xavier Vrenat. On ne peut pas tout le temps attendre que les gens vous disent, bah oui, vous avez le droit de le faire, une subvention, ainsi de suite. C'est-à-dire, maintenant, il faut trouver les moyens de répondre à cet obstacle ou à ce sujet qu'on a trouvé. Et donc, comment trouver l'argent, voilà. Donc, même chercher comment trouver l'argent, ou comment même on peut mettre la main à la poche, ou comment on peut éventuellement, en donnant son temps gratuit, faire une chose. Donc, moi, j'ai enseigné ce que j'avais vécu quand j'étais jeune et que je suis sorti de l'école en disant, je m'étais donné comme seule règle, je ne construirai jamais. Vous voyez, c'est un truc, quand vous dites ça, vous sortez de l'école d'architecture, je me dis, attends, il est malade. Il dit non, voilà, les gens construisent, tout le monde concourt pour construire, tout le monde se met en compétition pour construire, et peut-être qu'en ne construisant pas, on fait de l'architecture. Et peut-être d'ailleurs que même en analysant, en enseignant, on fait de l'architecture, en étant commanditaire de l'architecture, on fait de l'architecture. On ne fait pas de l'architecture que quand on conçoit un bâtiment. Il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. J'ai toujours qui commande, et ce n'est pas toujours ce qui on croit, qui conçoit, parce qu'il faut bien concevoir, ce n'est pas toujours l'architecte, qui construit, parce que voilà, on oublie toujours que tout ça, ça se matérialise par plusieurs personnes qui construisent, et qui s'en sert. Maintenant, on appelle ça de la maîtrise d'usage. Mais qui s'en sert? Parce qu'on ne peut pas construire pour quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas ou pas construire pour quelque chose qui serait souhaité ou désiré. Et donc, quand on commence à faire son métier comme ça, c'est comme si on vivait. Vous voyez, en fin de compte, on fait un métier simple, pourtant qui est un art populaire. Tout ce qui nous entoure est construit.
en ville. Tout ce qui nous entoure à la campagne est construit par l'agriculture. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas des paysagistes comme fait le paysage rural. C'est un millième ce que les paysagistes font. Le reste, ce sont les agriculteurs. Donc changer même, vous voyez, une loi agricole, c'est changer un paysage, d'ailleurs, qu'on croit qu'il nous appartient. Très souvent, on pense que voilà, vous êtes en train, vous êtes en voiture, et je ne sais pas quoi, c'est pas à vous. Mais en fin de compte, c'est quand même une copropriété visuelle. C'est-à-dire qu'elle est à vous, dans le sens que c'est l'environnement dans lequel vous vivez, c'est le contexte, c'est une copropriété visuelle. Vous rentrez dans une forêt, c'est une copropriété. C'est-à-dire que c'est pas... Ou alors le mec, il a mis des barrières, je ne sais pas quoi. Bon, ça arrive. Mais en général, les routes sont des copropriétés, l'air sont des copropriétés, l'eau, c'est des copropriétés, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver, justement, comme ça, en abordant un sujet ou un projet, de pouvoir démontrer que ce que je dis est valable. Alors, moi, je faisais un autre exercice, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte, si vous voulez, qu'il faut au moins être trois ensemble, si vous voulez. Et moi, je crois quand même à la représentation politique, si vous voulez. La représentation dans un système démocratique, par l'élection et par la délégation, elle a la main, contrairement à ce qu'on croit. Bon, leur pouvoir est terriblement affaibli par la technique ou par la finance, mais elle a quand même la main sur la décision. Donc il faut rétablir que le pouvoir politique, si on le prend ou si éventuellement on nous délègue une action politique, on peut faire des choses. Donc je pense qu'il faut déjà avoir de ce côté-là un retournement de situation où peut-être d'ailleurs un politique qui n'oserait pas dire la chose, qui par le fait que vous en discutez avec lui, il est prêt à retourner la chose. Après, moi je pense qu'il faut, ce que vous êtes, ou ce qu'on est tous, enfin moi ce que je suis, un citoyen agissant. Voilà, parce que naturellement, toute personne a envie d'agir. Un enfant, dès qu'il naît, se met en mouvement. Si vous voulez, on ne va pas lui dire arrête, ça ne sert à rien, ainsi de suite. Enfin, on le dit malheureusement. Mais donc, en fait, et sans cesse, on nous empêche d'agir. Donc il faut repérer tout le temps quelqu'un qui est déjà sur le terrain et dont cette personne, en fin de compte, ne peut agir que de manière limitée parce qu'elle manque d'une vision globale de la chose. Ça peut être quelqu'un qui se bat pour un équipement ou quelqu'un qui se bat pour le changement, je ne sais pas quoi, d'un règlement, et ainsi de suite. Il y a toujours quelqu'un qui, contextuellement, est sur le terrain et lui, il est la première personne avec laquelle il faut travailler pour justement la remettre, cette personne, dans une capacité d'agir ou de recevoir une délégation pour agir. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, puisqu'on est dans une démocratie représentative, il y a bien quelqu'un qui, parmi nous, à un moment donné, fait acte de candidature pour nous représenter. Et voilà, il nous représente plus ou moins bien, mais il est quand même reconnu comme notre représentant. Pourquoi cette personne qui a été en fin de compte élue grâce à des gens qui ont une connaissance du terrain, mais qui n'ont pas voulu être le représentant, et qui ont préféré choisir parmi eux quelqu'un qui les représente, pourquoi il n'y aurait pas un retour de cette confiance que l'on fait à la personne que l'on élit, si vous voulez, pourquoi il n'y aurait pas un retour de cette personne à la personne par laquelle elle a été élue. Donc très souvent, je me suis battu sur ça. Quelqu'un qui revendique, peut-être qu'il revendique de rester à un niveau, mais il n'est pas capable de prendre le niveau général, et on pourrait lui donner d'ailleurs de faire la chose pour laquelle il revendique. Et d'ailleurs, en faisant ça, on le mettrait à l'épreuve de la chose qu'il revendique. Parce que très souvent, il y a des gens qui revendiquent pour revendiquer, il y a des gens qui revendiquent pour obtenir ce que le voisin a et autres. Dès le moment où vous dites à quelqu'un, je vais ça pendant très longtemps, eh ben, tu veux ça, eh bien, ok, tu me le demandes, je te le rends tout de suite, c'est toi qui vas être le responsable de passer à cette alimente. En réunissant d'un côté quand même le politique, de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler le tissu social ou le représentant social, il manque le troisième, qui est très important, si vous voulez, qui est celui qui en fait compte a la capacité de produire. Parce que comme on est dans un système quand même où l'argent est au centre des choses, on ne peut pas se retrouver avec une situation que l'on aurait créée et dont le dernier obstacle serait que l'argent nécessaire pour réaliser cette chose ne peut pas être demandé. Alors c'est très dur, mais tout à l'heure, moi j'ai fait un petit exercice en un quart d'heure en visitant Pivoine. C'est sûr que, mettons, vous prenez le bâtiment. La technique classique d'un architecte dit, bon ben voilà, c'est un bâtiment qui a servi à ça, il est dans cet état,
pour le remettre dans un état futur, peut-être d'école ou pour moi d'espace capable. On ne sait pas encore ce qu'on fait dedans. Donc c'est un programme ouvert, si vous voulez. On peut dire, je fais un ratio au mètre carré, et à tant de mètres carrés, 1800 mètres carrés, je prends X milliers de mètres au mètre carré, un équipement qui vaut tant, avec les études, les machins et tout, crac, on fait le prix. C'est faux. Peut-être que dans l'état où il est, et peut-être qu'avec une autre façon de produire, parce que c'est peut-être la production qui a produit le chiffre que j'allais vous donner, si vous voulez, peut-être qu'avec une autre façon de produire, on pourrait le produire peut-être pour le même montant, mais sur un temps plus long. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire peut-être sur 5 ans, 10 ans. Et comme tout projet, mais en général 10 ans, donc on se met à programmer, puis un jour on exécute, et en général quand on exécute, même le programme est caduc. Et donc en fin de compte, on pourrait dire dès demain, si on nous remet la clé de Pivoine, le bâtiment est déjà en capacité de répondre à notre demande. On peut l'occuper. Et peut-être qu'après, avec 10 000 euros, on peut changer la serrure et le compteur électrique, je ne sais pas quoi, et avec 100 000 euros, on fait ça. Et donc, on fait rentrer à ce moment-là l'argent qui est souvent abstrait, qui est considéré, si vous voulez, comme appartenant à la technique. C'est-à-dire, à un moment donné, ça coûte tant, et pour avoir ça, vous l'aurez sous telle et telle manière. Mais vous pouvez tout à fait trouver qu'à un moment donné, de l'argent, c'est l'équivalent, mettons, d'un travail. Et que le travail, il est déjà payé ailleurs. Et que peut-être qu'en déplaçant le travail d'ailleurs sur ce sujet, on a en fin de compte ce qu'on appelle un apport en industrie, vous vous rendez compte, c'est terrible. Peut-être qu'en le déplaçant, en fin de compte, on a permis à quelqu'un qui est payé ailleurs et qui s'ennuie ailleurs de revenir sur un objet qui est inconnu et avec l'argent qu'il touche déjà, de commencer à animer le lieu. Et donc en faisant comme ça, si vous voulez, vous démultipliez les entrées d'argent, vous démultipliez les acteurs. Donc le premier que vous avez repéré, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Et après, comme sans cesse, vous remettez l'ouvrage sur le métier, comme on dit, presque tous les jours, presque toutes les semaines. En fin de compte, vous dites, en fin de compte, ça change parce qu'on a fait comme ça, et en fin de compte, il faut le retourner, et ainsi de suite. Et donc, après, la production change, la forme change, le phasage change, et peut-être que, en effet, un usage nouveau arrive. Alors, quand on le raconte comme ça, on dit, voilà, il baratine. Ou il le raconte, et qu'est-ce que ça produit? Donc, je vais donner quand même 2 exemples. Parce que, comme j'ai fait ça toute ma vie, un jour, j'en avais ras-le-bol, qu'on me dise, c'est pas vrai, ça ne marche pas et tout. J'ai appelé ça faire la preuve. Voilà. Donc, il faut, à un moment donné, recevoir une délégation avec beaucoup de courage, parce que quelquefois, c'est prendre un sujet très compliqué, et de dire, laissez-moi le faire, et je vais trouver l'environnement et les gens qui autour de moi vont pouvoir le faire, et un jour, je vous ferai la preuve que, à peu près, par rapport à ce que j'avais dit, on a pu le faire. Et donc, c'est peut-être de mettre en place un système qui dirait, en fin de compte, peut-être qu'on n'a pas besoin de définir a priori les choses, mais peut-être de les juger a posteriori. Et donc, j'ai pris l'exemple, justement, sur le travail artistique. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fait un travail artistique, alors on prend, mettons, celui qui est vraiment le plus grand, l'illustration la plus peut-être juste du travail artistique, de quelqu'un qui fait une œuvre. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait, je sais pas, qui peint ou qui fait des photos et autres, est-ce que vous pensez qu'il dit je fais une œuvre? Non, il est dans une activité qui lui est nécessaire pour pouvoir s'exprimer, et après il fait quelque chose qui sera jugé par un public qui sera une merde, une œuvre ou un chef-d'œuvre. Mais il ne peut pas dire je fais un, et peut-être même qu'il fera une œuvre ou une merde qui un jour deviendra un chef-d'œuvre. Parce que peut-être qu'il sera en avance sur le regard qui le jugerait pour dire en fin de compte, je suis surpris par la chose produite, et donc il faut que je digère la chose produite pour qu'après je puisse l'accepter comme telle. Alors si vous prenez pour une peinture, une photo, vous allez un peu plus loin pour un film. Plus compliqué. C'est pour un film, vous vous rendez compte qu'il faut avoir une idée qui est une idée quand même immatérielle, comme toute idée. Si vous voulez. Il faut trouver son financement, et après, peut-être qu'il faut le construire un peu plus, cette idée, par un scénario, après par la production, ainsi de suite. Puis après, il faut quand même choisir tous les métiers périphériques et techniques, et puis après, il faut choisir quand même les acteurs et autres. Vous avez une idée, en tant que metteur en scène, de travailler avec un tel, il tourne, et donc, comme il tourne, il ne peut pas être libre pour ce film, mais vous vouliez l'associer avec quelqu'un avec qui vous pensiez que ça pouvait marcher,
et si lui n'est pas là, ça remet en cause l'autre, ainsi de suite. Donc il va falloir à un moment donné, dans le contexte, réunir tout ça, et un jour, on tourne. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un tournage d'un film, c'est très compliqué. Aucune représentation n'est faite. Mais ce n'est pas comme pour l'architecture, où on nous demande de faire des perspectives dans les concours, où il y a même les voitures d'enfants, les palmiers et les oiseaux qui chantent, et que tout va bien. En fin de compte, il n'y a rien. Et en fin de compte, il y a un ongle comme ça, et puis après, il y a un ongle comme ça, puis après, demain, il y aura un ongle comme ça, puis après, tout ça, ça fait de la matière, puis après, il y a un montage, et puis après, il y a quoi? Il y a un jugement. Vous vous rendez compte qu'après, le film, il rentre sur le marché, et vous allez vous dire c'est un chef-d'œuvre, ça peut être un chef-d'œuvre, mais peut-être qu'il ne marche pas non plus le chef-d'œuvre. Et donc, il a bien le jugement. L'architecture, vous vous rendez compte qu'elle est, pour ainsi dire, jamais jugée, alors que tout le monde habite, tout le monde exerce l'architecture, tout le monde vit. Il n'y a pas un art plus connu, plus populaire que l'architecture. Alors, on va faire un film, mais on va prendre autre chose. Moi, j'ai fait un truc très simple, mettons. Je me suis dit, je vais faire des preuves comme quoi ce que je dis là, il n'y a pas un modèle. Ce n'est pas parce que je parle de pivoine, il n'y a que les friches qui permettraient d'avoir cette liberté de faire. Parce qu'au début, on pensait que je faisais que des friches. Après, j'ai fait les chapiteaux de cire, je me dis, ah ben c'est normal, il fait que des trucs de saltimbanque. Donc ça veut dire ça. Après, j'en ai eu marre. Après, je dis, bah tiens, je vais faire du sport. Vous allez voir que je peux faire pareil pour du sport. Vous vous rendez compte que j'ai fait une piscine sans eau. Quand même, c'est pas courant. Voilà. Et donc, parce que j'ai commencé à regarder la demande qui existait dans cette commune d'une piscine, c'était juste pour dire on n'en a pas, il nous en faut une. Quoi. Mais quand on a fait le bilan de ce que c'était qu'une piscine, c'est très compliqué parce que pour certains, c'est un bassin olympique. Pour que vous vous rendez compte la probabilité qu'un enfant de cette commune devienne un champion olympique. Donc quand même, on n'est pas à quelques mètres près quand même. Voilà. Et donc les piscines étaient plus conformes et tout. Et donc nous, on avait une piscine dans une ville très populaire qui avait été construite au moment du Front populaire. Elle était non conforme à la dimension olympique et en plus elle fuyait parce que voilà, elle était vieille, elle fuyait et on ne pouvait pas la démolir parce qu'elle était inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Alors vous voyez, c'est une succession d'obstacles. On pourrait dire, bon, on ne peut rien en faire. On a bien fait de défendre que la piscine ne devait pas être démolie. On a bien fait. Parce que le bâtiment, voilà, il a la trace du Front populaire et tout. Mais si, après l'avoir classée, on ne peut pas la changer parce qu'il faut en faire une piscine, comme au Front populaire, c'est un peu une connerie quand même. Et si quelqu'un dit, en fin de compte, si on la change, il faut l'agrandir pour qu'elle soit conforme au bassin olympique, alors qu'est-ce qui compte les Jeux olympiques ou qu'est-ce qui compte? C'est l'histoire du Front populaire. Et si vous dites, tiens, en fin de compte, et si cette piscine, puisqu'on la garde pour son bâtiment, on ne va pas faire d'une piscine un musée, puisqu'il y en a marre, mais on va faire d'une piscine une piscine. On va faire une piscine, en fin de compte, ça sert à quoi? Peut-être que ça sert à faire des mouvements du corps, peut-être que d'ailleurs, on n'a pas vu que quand on est vieux, par exemple, on ne peut pas se mettre nu, c'est pas pareil du tout. Ou quand on veut se mettre nu, c'est plutôt des fois pour draguer plutôt que pour nager, pour un grand nageur olympique et tout. Et j'ai commencé à travailler sur ça et je me suis rendu compte que faire un café avec un vrai bar, on peut garder ses chaussures pour aller voir des gens qui vont dans un bassin et dont les vagues étaient en bois et où en fin de compte les gens qui étaient Alzheimer ou les gens qui étaient autistes ou les gens qui avaient un accident et tout, enfin comme tous les exercices que l'on fait dans une salle de sport qui est horrible, si vous voulez, on a l'impression que les mecs mais en fin de compte c'était dans un lieu magnifique représentant une époque magnifique où, en effet, pour une population ouvrière, il y avait des bains-douches, et ben on en a fait un lieu de vie où on monte sur les vagues. Et, tout. Et donc, plus personne n'a réclamé l'eau. Ouais. Et donc, en même temps, on avait dit, mais peut-être qu'il n'y a pas plus polluant qu'une piscine, peut-être que chlorer l'eau, c'est pas bon, peut-être que nager dans de l'eau chlorée, c'est pas bon, peut-être que... Voilà, alors j'ai commencé à faire des réunions publiques, en expliquant que... Eh ben, voilà, quand on sort de la piscine, on sent une serpillière, on sent l'eau de javel, que ça bouffe la chloramine, et que donc après on attrape des verrues, des orgelets, des machins. À la fin, plus personne ne voulait d'eau. Plus personne. Vous voyez, donc, c'est pas en retournant, mais on a créé là un mouvement. Puis après, il y a quelqu'un qui a dit, mais et si on en faisait quand même une dehors? Alors, vous voyez, il y avait un seul coup un autre projet qui est arrivé, et donc dans le jardin, qui lui aussi ne pouvait pas recevoir d'équipement, on a dit on va faire une piscine dans le jardin, qui sera une piscine peut-être découverte, qu'on utilisera moins que l'autre,
mais à d'autres moments. Et peut-être qu'à l'époque, je travaillais sur la dépollution des sols par les plantes et tout. Je travaillais avec donc, des chercheurs qui travaillent en ce qu'on appelle en phytoremédiation, comment les plantes peuvent nettoyer, drainer des métaux lourds ou d'autres éléments chimiques de la pollution. Et peut-être on a commencé à dire, et si on faisait un jardin au travail? Parce qu'à force de faire des jardins qui sont des jardins artificiels, si vous voulez, et si on faisait un jardin où la moitié de la piscine serait des couloirs dans lesquels il y aurait des plantes, les plantes nettoieraient l'eau, on la rendrait donc accessible sur le plan sanitaire, et à côté on nagerait, et donc on n'aurait pas le chlore, et éventuellement on aurait une eau n'étant pas chlorée, comme on est obligé de la rejeter de temps en temps à l'égout, parce que cette eau, elle porte des miasmes, donc on pourrait s'en servir parce que c'est quand même une bonne eau, c'est pas une eau chlorée. Et donc on s'est dit, bah tiens, on pourrait grâce à ça peut-être faire que l'engin qui nettoie la rue vienne remplir sa citerne avec l'eau de la piscine. Vous voyez comment la piscine sèche produit la piscine à eau, que la piscine à eau, elle produit un jardin au travail, que le travail permet d'une eau non chlorée, et que cette eau non chlorée, elle peut servir peut-être à autre chose. Puis après, je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'elle va servir pour l'eau des sanitaires. Et donc, là, il y a une réglementation horrible, c'est vrai, qui dit, bah non, parce qu'on ne peut pas garantir que l'eau est bonne, et si jamais quelqu'un boit au robinet, et ainsi de suite. Bon. Alors, on a fait tout un truc avec un filtre qui prélève de l'eau tout le temps. Quand elle est bonne, elle va au sanitaire. Quand elle n'est pas bonne, elle va donc pour arroser le jardin, et quand elle n'est pas très bonne, elle va pour nettoyer la voirie. Et vous voyez, d'un seul coup, après avoir fait ce projet, mais la ville ne parlait que de ça. Moins consommer d'eau, aller dans un endroit ouvert aux personnes âgées, aux personnes handicapées, pas aux heures données pour les handicapés, et une autre heure pour les enfants, et une autre heure pour les sportifs. Alors, je vais vous donner deux exemples, parce que deux exemples qui sont... Parce que ça, on pourrait penser encore que je baratine, ou que c'est du bricolage, si vous voulez. C'est une petite chose, mais c'est une petite chose qui a porté très loin cet équipement, parce qu'il y a des étudiants doctorants qui ont fait un travail justement sur la dépollution de l'eau. Voilà, comme on n'avait pas d'eau chlorée, on allait chercher de l'eau chlorée dans les autres piscines, et on étudiait l'eau des autres piscines dans notre piscine qui n'avait pas d'eau. Vous voyez, donc c'est assez... Donc de ce coup, tout ça a fait qu'il y a eu un débat sur la recherche appliquée, la recherche fondamentale, sur l'eau, sur l'écologie, et ainsi de suite. Et donc, deux exemples, j'ai dit à un moment donné, je vais montrer que justement, il y a des petites choses, et il y a des grandes choses, et il y a des choses qui traitent de sujets qui ne ressemblent pas les uns aux autres, bien que, pour moi, tous ressemblent quand même. Alors, j'ai appelé ça la preuve par 7. Et j'ai dit, bon, bah, écoutez, dans ces conditions, je vais faire 7 opérations en même temps, à 7 échelles différentes, et je vais donc trouver 7 obstacles, on va appeler ça comme ça, en allant avec des gens comme vous, justement, très jeunes, très ouverts à la rencontre, en allant voir des maires, des villes et autres, jusqu'à temps qu'on trouve 7 échelles différentes qui traitent de 7 sujets à peu près identiques, mais quand même différents. Parce que l'échelle détermine beaucoup, si vous voulez, la façon de faire. Alors on a pris dans les 7 échelles un village, puisque un village, c'est la plus petite unité démocratique, c'est-à-dire qu'à moins de 50 habitants, il n'y a pas de représentativité possible. Donc, un village qui est une commune doit avoir au minimum 50 habitants. Sinon, il est rattaché à une commune. Il est donc une annexe d'une commune. C'est un hameau qui est rattaché à une commune. Alors, on a choisi donc un village, et après on a pris un bourg, donc après on a pris une banlieue de métropole, après on a pris donc une banlieue de la capitale, et après on a pris un territoire d'outre-mer, c'est-à-dire que la loi française s'applique aussi au territoire d'outre-mer. Et donc, difficile d'appliquer la loi sur thermique, mettons, la même à Mayotte et à Lille. Pareil, difficile. Et peut-être qu'entre Lille et Marseille, c'est aussi pas tout à fait pareil. Et que peut-être Marseille est plus près d'Alger que de Lille. Voilà. Et donc, pourtant, c'est un règlement national qui fait Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux. Alors, on a donc choisi comme ça les 7, et on a fait donc 7 agences, ou 7 permanences, dans les 7 endroits où on a mis donc une personne
qui était chargé donc de diriger, conduire le cas, ou l'obstacle, on l'appelait comme ça, mais moi après je l'appelais le cas, parce que le cas, si vous voulez, c'est ce que vous rencontrez dans la vie et dans le droit, c'est un cas qui produit une loi en général. C'est parce que quelqu'un a tué qu'on produit une loi pour, admettons, condamner le criminel. Donc c'est un cas. Donc on a cherché les cas, on a ouvert donc 7 unités et on a posé à peu près les mêmes questions. Alors il y a une loi, par exemple, en France, sur le logement social. On dit il faut, pour une bonne mixité sociale, avoir X% de logements sociaux par rapport aux logements privés et tout. Donc il y a des communes qui ont trop de logements sociaux et des communes qui ont trop de logements privés. Et bien sûr, chacun ne veut pas avoir l'autre pour des raisons électorales. Il ne veut pas la mixité, alors il paye une amende. Mais il y a quand même une loi qui dit que voilà, si un maire décide de construire un logement social dans sa commune parce qu'il veut maintenir une unité démocratique, donc les 50 à 50, et qu'il y a même quelqu'un qui veut tenir une activité agricole alors qu'il n'y a plus de maison pour qu'un agriculteur puisse habiter un village de 50 habitants, puisque vous savez que les fermes sont devenues des résidences secondaires, et que donc quelqu'un qui, jeune fermier, n'étant pas issu ou héritier d'une ferme, voudrait s'installer dans un village pour être plus près des bêtes, parce que c'est quand même mieux, et qu'il ne peut l'avoir que s'il a un logement à loyer réduit, parce qu'il ne peut pas, en effet, construire et tout. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est une très belle histoire, si vous voulez. C'est en fait compte, vous ne pouvez pas construire un logement social dans un village. Alors pourquoi vous ne pouvez pas construire? Parce que construire un logement dans un village, c'est déjà être conforme à la loi. C'est le pourcentage, c'est les 20% de logements sociaux, par exemple. De logements, puis là, vous avez atteint les 20%. Donc quelqu'un qui voudrait se mettre conforme à la loi, un maire élu, ne peut pas, parce qu'aucun organisme HLM ne viendra pour construire 2 logements sociaux. Les organismes HLM ont été constitués ou créés en 1954 pour rattraper le retard du logement sur un modèle d'un logement massif pour une classe ouvrière qui allait avoir du travail et pour lequel les industries avaient besoin de cette main-d'œuvre. Mais pas pour autre chose. Le logement social n'a pas été construit ou constitué pour loger quelqu'un qui désire simplement être heureux ou aimé dans un logement social. Oui, pas possible. Alors, vous ne pouvez pas, et pourtant, la loi dit que les organismes ont été créés parce que les communes n'avaient pas la capacité de construire de logements sociaux. Avant, les logements sociaux étaient construits par les patrons qui avaient besoin d'avoir leur main-d'œuvre à côté. Mais ça gênait les patrons d'avoir une relation entre un employé et un occupant. Parce que quand vous licenciez donc un ouvrier dans une usine, il fallait l'expulser de son logement. Donc les patrons ont très vite compris qu'il ne fallait pas avoir le mélange travail-logement. Donc métro, boulot, dodo. Donc à l'État de faire le logement social et au capital de faire donc le travail. Alors du coup, là vous dites, mais là c'est autre chose. Là c'est un agriculteur. Les terres sont à côté et il a des bêtes, il a 1000 bêtes, il a des moutons. Et non seulement il veut habiter dans son village, mais il veut habiter près de ses bêtes, parce qu'il y a le loup. Vous voyez, donc comme il y a le loup, c'est très compliqué parce qu'il faut la nuit, le loup vient manger les bêtes. Alors donc, normalement, avant il y avait un berger avec un chien ou un âne et tout. Donc il faut habiter près de ses bêtes. Quand vous racontez ça, vous dites à quelqu'un au ministère, voilà, j'ai trouvé un maire qui veut un logement pour loger quelqu'un qui a 1000 bêtes. Et d'ailleurs, lui, en plus, l'été, il n'est pas là. L'été, il est dans les alpages. Donc son logement social, il est libre l'été. Ce qui était le cas de mon temps. On louait les fermes l'été parce que même les agriculteurs, ils étaient contents d'avoir des petits revenus pour des gens comme nous qui voulions aller à la campagne. Donc vous rétablissez d'un seul coup une réalité et une vérité qui démontent tout le système. Mais vous ne le démontez pas par prétention, en disant « Ah, t'as vu, c'est comme ça ». Quand même, on n'arrête pas de dire « le vivant ». Agir pour le vivant, machin. Il y a ça, et on ne peut pas l'appliquer. Et donc, on a réussi. Donc, c'est très compliqué. Alors, on en a fait, c'est un village en Ardèche, on en a fait 3 logements, voilà, ça a été très compliqué. Et pour un autre, vous prenez l'extrême, à Mayotte. Vous l'avez vu quand même, en regardant la télévision et autres, vous avez vu, le Premier ministre descend, il y a l'ouragan, voilà, il faut faire comme pour Notre-Dame, en
en 4 ans, on résorbe tout le logement indigne de Mayotte, il faut créer un établissement public, enfin, et il est allé là-bas, et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il faut nommer un général, il a même dit il faut nommer un général, et tout, et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais si vous alliez à Mayotte tranquillement, en dehors de tout ça, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, il y a plein de gens qui autoconstruisent, ce que nous, on voudrait tout le temps faire, autoconstruire leur logement par nécessité. Alors, quand vous autoconstruisez par nécessité et qu'on ne vous donne aucun moyen pour que ce que vous avez fait puisse être assaini, comme on dit, parce que ce qui compte, et vous l'avez vu, quand il y a des grands drames, c'est immédiatement les infections, la pollution et autres, elle vient dès que les réseaux d'eau usée ou d'eau vanne sont mélangés avec les eaux potables, instantanément, ça devient invivable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on en meurt. Donc, vous vous rendez compte qu'à Mayotte, là où on a travaillé, il y avait, le village qu'on a choisi, il y avait 1000, j'arrondis, 1000 logements autoconstruits, et il n'y avait eu que 9 permis de construire. Ça veut dire que les 9 permis de construire, qui avaient été faits par des gens qui avaient le bras long, comme on dit, eux seuls étaient raccordés au réseau. Eux seuls étaient viabilisés, étaient raccordés au réseau. Et donc après, il ne faut pas s'étonner que les 990 qui restent, je ne sais pas quoi, deviennent un bidonville invivable, où il y a des mecs, la pègre, qui vendent l'eau, et machin, et qui reprennent des parcelles qui n'appartiennent à personne, et ainsi de suite. Et donc c'était de dire, est-ce qu'on pourrait faire, parce que c'est un truc, si vous voulez, c'est juste un retournement presque sémantique. On a fait des plans de sauvegarde historiques. On a considéré qu'à un moment donné, il fallait regarder dans la France des villes qui avaient donc un centre historique et peut-être même une périphérie de qualité, et que ces logements ne pouvaient pas rentrer dans la norme. Impossible. Donc il faut, vous voyez, on a complètement oublié qu'il faut savoir raconter les choses entre nous, il faut savoir, et voyez, les architectes ne savent pas écrire, les descriptions des ouvrages sont des ouvrages techniques, sont des ouvrages précontentieux, il n'y a jamais une histoire sur l'architecture, sur qu'est-ce qu'on y fait dedans, comment on y fait, qui le fait. Et comme vous voyez, admettons, comme on choisit une entreprise pour construire, vous vous rendez compte qu'on choisit une entreprise pour construire par appel d'offres, c'est-à-dire qu'à l'aveugle, on lance un appel d'offres, une entreprise répond, et on la choisit parce qu'elle est moins chère, et peut-être que cette entreprise qui est moins chère, elle n'a pas d'ouvriers. Elle n'embauche que quand elle a le marché. Donc, vous voyez, quand on donne une commande à quelqu'un qui n'a pas d'ouvriers, et parce qu'il a bien répondu au prix, et lui, il va donc embaucher par une entreprise d'intérim, en général, ou par une sous-traitance, des gens qui vont faire le travail qu'il a gagné, et nous, on ne se posera jamais la question, mais le travail qu'on a conçu, produit, qui va le construire et dans quelles conditions. Et après, on peut s'étonner qu'on ne veut plus être ouvrier, qu'on ne veut plus être ci, qu'on ne veut plus être ça. Voilà, il faut pas, voilà, on a ce qu'on mérite. Je veux dire. Et donc, si on fait attention à ça, à quel moment on décrit un ouvrage, à quel moment on va le confier à quelqu'un qui a un groupe, qui a une capacité de construire, et qu'on va regarder avec honneur et respect, vous voulez, quelqu'un qui va construire quelque chose qu'on a conçu, pour quelqu'un qui va y habiter. Oui, c'est comme la pomme. À la fin, il y a quelqu'un qui va y habiter. Et peut-être même que celui qui va y habiter, c'est celui qui a construit et qui a été maltraité par la construction qui est avec la mer. Et lui va peut-être être le seul à habiter ce qu'il a construit. Voilà. Et donc, mais ça, celui-là, on n'en parle pas. On ne sait même pas savoir qui c'est. Alors, si vous voulez, cet entretien, parce que comme moi, si vous voulez, j'ai décidé il y a à peu près 20 ans, quand j'ai été choisi pour faire la Biennale de Venise, d'arrêter. Quand j'ai commencé de ne jamais construire et de m'intéresser au mode de production, et donc j'ai construit, mais j'ai réparé, construit, restauré, peu importe, et j'ai construit avec d'autres, ou j'ai permis à d'autres de construire. Et après, quand j'ai fait la Biennale, j'ai décidé de ne faire que des expériences jurisprudentielles. De dire en gros, en 2006, j'ai dit, je ne vais faire que des sujets où chaque cas permettra peut-être de produire un résultat qui pourrait servir à d'autres. C'est-à-dire de dire, et non pas c'est moi qui fais ça, et après c'est à moi, et surtout vous n'êtes pas loin, de dire en fin de compte, mon travail, qui n'est plus que mon travail, qui est un travail collectif, il doit servir, et donc de prendre toujours des cas d'école, de ce cas d'école, de trouver une jurisprudence, de faire rentrer la jurisprudence dans le droit, ou dans la réglementation,
et que donc ça profite aux autres. Et donc on a fait, après la prof par 7, on a appelé ça l'école du terrain. Vous voyez, de considérer que peut-être que tout ça, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, et que peut-être tout ça, ça s'apprend à l'école, et ça ne s'apprend pas qu'à l'école, ça s'apprend par des professeurs, et ainsi de suite. Ça, c'est pas la remise en cause de ça, et ça s'apprend pas qu'à l'école, ça s'apprend éventuellement sur le terrain. Alors quand on disait ça de mon temps, on disait, ben oui, c'est du travail social, c'est du socio-occulte, c'est de la merde et tout. Au bout de 50 ans, on dit, tiens, quand même, il a réussi à faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Et même des gens, ils me disent, écoute, on commence à comprendre que tu apportais un regard critique sur l'architecture et sur son mode de production et de conception. Et donc, ça pourrait être un peu votre travail, c'est de dire, si on faisait Pivoine, par exemple, et si on dit que Pivoine, c'est peut-être une extension ou un double de l'école, qui est le contraire de l'école, tout en étant le complément de l'école, ça pourrait être un travail pédagogique, si vous voulez, qui fait non pas, j'auto-construis, alors que je ne sais pas construire, mais en fait, c'est quoi, à quel moment la transmission se fait, et à quel moment on a appris quelque chose. Et d'ailleurs, vous faites l'essai, comme ça, entre vous, vous dites, tiens, quel est, dans ma vie, le livre, le film, la personne, l'objet qui m'a révélé, transformé. C'est très peu. Vous apercevez qu'il n'y a que quelques livres, il n'y a que quelques films, il n'y a que quelques personnes. Et même des fois, dans une scolarité complète, il y a un prof, un seul prof. C'est pas grave. Tous les profs ne peuvent pas être identiques à tout le monde. Donc, et peut-être que d'être dans cette école du dehors, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on a pris 3 sujets. Un, refaire une maison du peuple à Saint-Brieuc, parce que c'est la première maison du peuple. Quel était ce besoin de faire une maison du peuple, à l'époque où le travail, le syndicat était le centre de la vie sociale? Si ça n'y est plus, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours un peuple. Mais c'est quoi, justement, la maison du peuple? Et après, une autre, c'est travailler sur l'habitat indigne à Marseille, une opération très compliquée. C'est comment être capable, en effet, en maintenant les gens dans les lieux, ce qu'on a déjà fait, à réparer le logement, et non pas raser, évacuer, restructurer, gentrifier, et ainsi de suite. Et moi, j'en fais une très dure à Paris, à Nanterre, qui est comment rapiécer les morceaux des terrains abandonnés que l'aménagement produit. Parce que contrairement à ce qu'on croit, si vous voulez, l'aménagement tel qu'on le connaît, des aménageurs, c'est-à-dire le découpage, le foncier, la spéculation, la construction, machin et tout, et par là, et ben, ça laisse des miettes autour. Et ça laisse des miettes assez importantes. C'est à peu près 20% de miettes, on pourrait dire. Oui, c'est comme quand vous faites les épluchés. Bon, vous pouvez dire, je peux manger les épluchures, mais enfin, souvent, quand même, on fait du compost avec, dans un meilleur des cas. Alors là, c'est comment rapiécer un terrain qui a été découpé par l'aménageur. L'aménageur, ça peut être l'État. La SNCF, la RATP, la garde républicaine, la pénitentiaire, la faculté de Nanterre, je ne sais pas quoi. Ça peut être après la direction des routes, les voies navigables, parce qu'on est au bord de la Seine, et ainsi de suite. Et comment tous ces morceaux dont personne ne veut pourraient être recollés par une décision, en fin de compte, citoyenne, parce que ces terrains, il y a des gens peut-être qui s'en serviraient pour s'y promener, parce qu'en effet, ces terrains sont non constructibles. Comment ces terrains qui n'ont donc pas de valeur, parce que comme ils n'ont pas de valeur spéculative, ils n'ont pas de valeur pour être construits, ils sont abandonnés. Et donc la collectivité n'entretiendra pas ces terrains. D'ailleurs, elle continuera à les polluer, voire elle les maintiendra pollués. Et donc c'est comment, en effet, puisque la collectivité ne le fera pas et que le marché ne le fera pas, comment nous, on pourrait en fin de compte considérer que cet endroit-là est un plus et non pas un moins. Vous voyez, ce n'est pas un truc négatif, c'est un plus pollué, et peut-être que ce plus pollué est peut-être le terrain de l'expérimentation pour montrer comment on peut dépolluer un terrain inoccupé, ou n'étant pas occupé, ou comment même on peut transmettre à vos générations et aux générations futures que l'état du monde, c'est un état que l'on a voulu. Voilà, c'est un état qu'on a voulu. Quand je vous disais tout à l'heure, le réel ou la réalité, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Moi, voilà, j'ai vu cet endroit-là devenir ce qu'il est, et donc je ne peux pas dire je ne m'en occupe pas, je suis responsable. Et donc, voilà, je peux finir sur ça, mais
Parce que, bon, je voudrais prendre une dernière fois un grand truc, si vous voulez, parce que c'est vraiment un grand truc. C'est entre 6 et 12 hectares. Et c'est pas petit. C'est sur le grand axe historique, et c'est juste après l'Arche de la Défense. Hein. Donc, c'est pas un truc caché à Gennevilliers, derrière voilà, des réserves pétrolières. C'est dans le grand axe, et ça va à la Seine, et ça va jusqu'à Saint-Germain, là où le roi allait de Versailles, du Louvre à Versailles, à Saint-Germain. Donc c'est pour dire aussi que quelquefois même l'histoire peut produire un délaissé, l'aménagement peut produire un délaissé, ça peut rien, et peut-être que ça peut produire un nouvel aménagement dont on ne sait même pas combien ça vaut, mais ça vaudra sûrement peut-être le 10e du prix de ce que ça coûterait fait par un aménageur. Donc c'est pour dire en même temps, nous voulons l'argent que vous n'avez pas vraiment, mais que vous avez suffisamment pour nous, pour sauver ces terrains. Voilà. Alors, pourquoi je suis venu ? Eh bien, je suis venu parce que je suis ami avec Xavier Vrona, et que moi, je pense que dans la vie, l'amitié, ça compte, que Xavier a eu une agence et qu'il a... on s'est rencontrés parce que, justement, il voulait voir un peu jusqu'à ce qu'on pourrait dire l'épuisement de l'exercice libéral de ce métier. Donc, on est rentré en contact sur ça, que moi, j'avais donc déjà perçu ça, mais je ne l'avais pas théorisé comme lui, et qu'ensuite, si vous voulez, voilà, un jour, vous aviez été intéressé par les changements de direction à l'école, et qu'il m'a demandé d'appeler la directrice de l'architecture que je connaissais pour lui dire il y a un directeur qui est mieux qu'un autre. Voilà. Il a été nommé, c'est votre directeur, et que je l'ai rencontré alors que je ne l'avais jamais vu. Vous voyez, c'est la délégation de confiance. C'est Xavier, que je connais, qui m'appelle, j'ai confiance en lui, et j'agis pour lui, et ça retombe sur vous. Et un jour, je le rencontre dans la rue, et il me dit je me présente, c'est grâce à moi que je suis directeur de l'école. J'ai dit dans ces conditions, je viens faire une conférence. Voilà. Parce que j'avais vraiment pas le temps. Voilà. Ouais, le directeur. Ah bah, te voilà. Moi, je passe le micro. Donc, c'est moi qui ai le micro, mais je vais vite le confier à Xavier d'ailleurs. Non, mais voilà, est-ce que vous voulez, est-ce que quelqu'un souhaite voilà, poser une question, relancer le débat, éclairer un passage Alors, c'est très compliqué, hein, parce que je sais ce que c'est. C'est je suis minoritaire, vous êtes majoritaire, mais j'ai eu le pouvoir, là. Vous êtes d'accord ? J'ai le pouvoir de la parole et tout. Et d'un seul coup, rebasculer sur c'est très compliqué. Et donc, très souvent, quand j'enseignais, on faisait le conférencier parlait et on le faisait revenir une semaine après. Et c'était les étudiants qui, là, disaient attends, là, il y a banané, ça sur ça, c'est pas vrai, ou ça, tiens, on a regardé, on a découvert et tout. Et d'un seul coup, il y avait un rapport de l'équité. Alors, ça. Je ne sais pas que je voudrais revenir, mais... Si vous le laissez parler, il va garder le pouvoir. Donc c'est maintenant qu'il faut changer le micro. Je vais me débrancher. Toi ? Ah ben voilà. En général, le premier rang ne pose jamais de questions. Je les tente. Déjà, du coup, merci. Et si j'avais une question, c'était une grande allégorie sur l'apiculteur et tout ça. Mais du coup, si on replace cette allégorie vis-à-vis du logement social, et du coup, donc on a le bailleur qui tient le logement et la personne qui entretient et qui fait des travaux. Les logements, les travaux, du coup, ils appartiennent au logement social. C'est-à-dire qu'on pourrait presque se dire que... Alors c'est assez provocateur, mais c'est réel ce que je vais vous dire. C'est que le logement social a été... l'État a décidé de créer une société pour produire du logement social après la guerre et au moment où il fallait loger la classe ouvrière. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas l'État qui décide un jour de mettre de l'argent pour construire le logement social. L'État ne donne que 10% du montant qu'il faut pour construire un logement. Les 90% sont empruntés par l'organisme constructeur, donc l'office d'HLM, et ces 90% sont remboursés par le loyer que l'habitant va payer. Donc on pourrait dire qu'au bout de, parce que ce n'est pas 17 ans, pour rembourser le logement social, il faut 35 ans. C'est pour ça que des prêts sur 35 ans. Parce que ça serait trop cher de le répercuter sur le loyer. Alors c'est aussi pour ça que le logement social est mal entretenu,
Parce que normalement, il faut entretenir un logement social tous les 20 ans. Et donc là, c'est 35 ans. Mais quand on détruit du logement social, aujourd'hui, dans le cadre de l'ANRU, on peut dire que c'est un vol social, puisque l'argent n'appartient pas au bailleur social, mais appartiendrait aux occupants qui ont payé le loyer pour rembourser l'emprunt. Alors, c'est quand tu commences à rebasculer comme ça, tu commences à te dire, bon, alors, qui est propriétaire de quoi? Là, c'est plus le bailleur qui est propriétaire, là. C'est le locataire. Alors, j'ai travaillé sur une loi qui était, en fait, compte, non pas de vendre le logement social, mais peut-être de le donner, mais pas de le donner en tant que valeur immobilière, parce que très vite, il y a eu des gens qui l'auraient vendu, et ainsi de suite, et le donner comme des parts sociales. C'est-à-dire de dire, eh bien, en fin de compte, puisque j'ai payé mon logement social, à partir de maintenant, en fin de compte, presque je pourrais ne plus payer de loyer. Je ne paye que les charges. Ça change tout aussi. Et peut-être que si je m'en vais, si je déménage, alors on pourrait me verser un pécule. C'est-à-dire que comme le logement social, il est financé par un emprunt qui est pris sur le livret A de la Caisse d'épargne, et qui, à votre avis, pose son argent dans le livret A, c'est en général quelqu'un de modeste. Ce n'est pas Bernard Arnault. Voilà. Alors donc, on pourrait dire que le peuple met de l'argent pour prévoir, ça s'appelle une provision, au cas où il aurait un emmerdement un jour, chômage, maladie, et ainsi de suite, sur un livret A. Et cet argent sert à construire le logement social. Donc moi, je voulais faire au contraire un prêt fléché. On pourrait dire qu'au lieu de mettre son argent à la banque, en fin de compte, avec cet argent, j'aide à la construction d'un logement social, je paye mon loyer, y compris si je touche des allocations, parce que les pires ennemis de mon idée, c'est-à-dire maintenant, c'est pas possible, ils payent leur loyer avec une subvention que je leur donne. Et alors, c'est une allocation. L'allocation parentale ou l'allocation logement, c'est un droit. Donc, en fin de compte, c'est ton argent. Pas parce que c'est une allocation que ça reste l'argent de l'État. Et donc, avec cet argent qui est un pécule, en fin de compte, on pourrait dire on te le rend quand tu t'en vas. Donc, toi, c'est un peu pour déplacer la notion de propriété. Mais il y a un autre article dans le Code qui est magnifique. Je crois que c'est l'article 514, c'est absolument incroyable. C'est quand deux matières ont été réunies et qu'elles ne peuvent pas se séparer. Parce que tu vois, la maison, tu dis, ben voilà, tu as construit ton logement, moi j'ai construit le mien, je m'en vais, je sais pas quoi, je repars mon logement, ou j'ai posé un radiateur électrique, je repars avec le radiateur électrique, je peux, parce que j'ai posé mon radiateur électrique. Mais si elle avait mis un radiateur à eau, elle ne pouvait pas l'emmener. Parce que comme le radiateur à eau, il est raccordé au tuyau qui est là, et il ne peut pas l'emmener. Alors que le radiateur, il ne peut pas l'emmener. Parce que le câble est souple. Alors tu dis, dans le code civil, c'est vachement bien, il dit, quand deux matières ont été réunies et qu'elles ne peuvent pas se séparer, ce n'est pas la matière première qui peut primer sur la matière secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas, mettons, le mur qui est plus fort que le papier peint, mais c'est peut-être que le papier peint et le mur étant indissociables, le papier peint, il a une valeur historique, sociale, supérieure au mur en béton. Et donc on pourrait dire à ce moment-là que le papier peint, appartenant à celui qui l'a posé, il possède le mur. Alors, non mais attends. Donc il y a une jurisprudence. Parce qu'il faut avoir une petite jurisprudence. Celle-là, vous allez la voir, elle est pas mal. Picasso, pendant la guerre, décide de peindre en noir et blanc après les massacres de Guernica. Il n'utilise plus la couleur. Il décide de faire que ça, une œuvre à la mémoire du massacre de Guernica. Il loue un studio non chauffé rue des Grands Augustins pendant la guerre, et on le voit, quand vous allez à la Fondation Picasso, on le voit, il est en manteau, il fume, il fait froid, il dessine, il y a des esquisses, il dessine, il efface, il dessine, il efface et tout, machin. Et il dessine, surtout lui, il dessinait sur les paquets de cigarettes, sur n'importe quoi, le journal, et il ne s'arrêtait jamais. Quand il quitte l'atelier des Grands Augustins, son marchand, Kahnweiler, vient pour faire l'inventaire de ce qui va descendre à Mougins, parce qu'il va habiter à la mer, il va habiter sur la côte. Là. Et donc, et Picasso n'aimait pas trop, mais quand même, il aimait bien qu'on sache un peu. Donc l'autre, il fait l'inventaire, tout s'en va, et à Mougins, Kahnweiler fait l'inventaire, et reste sur le mur un dessin. Et comme ça, une petite esquisse faite à un moment donné, tu es en train de fumer une cigarette, comme ça. Et à ce moment-là, Kahnweiler dit ça comme on l'emmène. Et le propriétaire dit, attends, c'est à moi. Et à ce moment-là, c'est Picasso qui a gagné. La valeur de ce qui était dessiné, sur le plan, pas financier, sur le plan de l'histoire, était supérieure à la valeur du mur. Et on a eu le droit d'emmener le morceau. Voilà.
Comme quoi, s'ils veulent, même la propriété, c'est même quand il y a un cyclone et tout, tu as beau dire, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi on est passé à pied, il y avait un mec qui disait, vous ne garez pas là, c'est une propriété privée. Le mec, tu te rends compte, avec une sortie porte cochère, se garer devant, il n'a aucun droit, c'est la voie publique. C'est lui qui a une tolérance de sortir. C'est pas lui, il n'est pas propriétaire. Et ben, quand il y a un cyclone, des fois, tu ne retrouves pas les terrains. À Mayotte, impossible de retrouver. Impossible. Tout a été déplacé, même les arbres, la culture et tout. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est la maison qui a été déplacée, qui est là, qui est ta propriété, le terrain qui est en dessous de ta propriété, ou c'est le terrain qui est là avec la maison qui n'est plus là, qui est ta propriété? C'est compliqué. Alors imaginez, parce que c'est quand même ça l'état du monde. C'est pas nous. Hein. Nous, on est 1% de la population mondiale. C'est pas nous. Hein. L'état du monde, il y a un état, il faut bien le regarder quand même. Il y a peut-être 3 habitants sur 4 qui n'ont pas de maison. Donc peut-être qu'on pourrait s'occuper de ça. Et peut-être que d'ailleurs ces gens-là viennent chez nous et qu'on les met dehors et qu'on pourrait s'en occuper. Bonjour. Moi, je me posais la question, du coup, en dehors de votre expérience, comment on en arrive justement à avoir ces projets de la preuve par 7? C'est-à-dire de trouver cette commune-là qui, en dehors, enfin, accepte aussi de se lancer dans ce type de projet. Comment, voilà, une agence d'archi qui voudrait faire ça, parce que justement, on ne va pas répondre à un concours qui existe de vouloir construire quelque chose. On va partir de ce déjà-là. Du coup, comment on arrive à pouvoir lancer ces projets comme ça? Bon, d'abord, il faut être honnête, si vous voulez. Pendant un certain temps, c'est pas rentable. Et moi, je m'étais rendu compte quand j'ai commencé que je faisais des concours que je perdais. Donc, c'était pas rentable. Et donc, je trouvais qu'il y avait une déperdition incroyable de la recherche par des concours perdus. Parce que quand tu fais un concours, c'est quand même un acte intellectuel, et il n'y a jamais de débat sur quelles étaient les différentes propositions. On met des images, mais il n'y a pas un débat. Pourquoi on a choisi celui-là plutôt que celui-là et tout? Et on pourrait dire on a choisi celui-là parce que c'est un copain d'eux, ou celui-là parce qu'il est moins cher, peu importe. Hein. Donc moi je faisais souvent, quand j'ai dirigé un service dans une ville, un débat public sur les concours attribués. Au même titre qu'un débat sur les permis de construire accordés. Pourquoi on accorde ça et pas ça? Alors, comme j'ai vu que je perdais les concours, que je perdais mon temps et que je devenais même déprimé, je me suis dit en fin de compte, ce temps, je préfère l'investir, en plus du travail banal que je fais, je préfère l'investir pour trouver de nouvelles, on va appeler ça des commandes. Vous devez réinventer la commande. Si on garde la commande telle qu'elle est, on va droit dans le mur. Il suffit de voir les immeubles, comment ils sont construits. On en parlait en allant de la gare à ici. Dans 10 ans, certains immeubles, ce seront des locs, avec l'isolation par l'extérieur, une tôle et ainsi de suite. Ça va bien le jour de la photo, quoi, mais après, ce sont des locs. Alors, comment, en effet, réinventer la commande? Il y a des gens qui sont très intéressés pour réinventer la commande. Très, très intéressés. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, pas tout le monde. Il y a des offices d'HLM qui voient bien que détruire, c'est plus cher que de réparer ou reconstruire, et que, éventuellement, peut-être on pourrait construire autrement. Voilà. Donc, il faut, en effet, être à l'affût d'une personne désireuse. Il ne faut pas aller, comme je disais tout à l'heure, en faisant même la tournée des popotes. Quand on a mis la preuve par 7 en ligne, des 7 opérations que j'ai écrites, on a à peu près, alors je fais exprès, on en a 70 qui nous ont téléphoné, qui nous ont dit on fait la même chose que vous. Et donc on les a appelés les cousins et les cousines. Donc on a sorti un petit manuel de 77 opérations, dont 70 existaient en dehors de nous. Donc c'est un peu de se compter. On n'était pas seul. Voilà, donc je ne suis pas le seul à vouloir faire ça. Donc c'est ça. C'est tout le temps être à l'affût de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est une nécessité, dont quelqu'un veut répondre à cette nécessité et ne rencontre pas un concepteur ou un acteur capable de répondre à cette nécessité. Donc il faut être très curieux et retourner les choses. Ça n'arrivera pas tout de suite, mais ça arrivera très vite. Parce qu'en faisant ça, on fait ce que les autres ne veulent pas faire. Donc on n'est pas en concurrence. Moi je joue tout seul. Et donc, comme moi je vais disparaître, là, il y a de la place à prendre, je vous jure. Et comme le climat n'est pas terrible, c'est possible que ma place soit déjà plus ouverte qu'elle ne l'était de mon temps. C'est comme ça. Et ça peut être un politique, ça peut être... Même des fois, moi j'ai fait, même à la terrasse d'un café,
j'ai entendant quelqu'un parler, je lui ai parlé, et j'ai eu un projet comme ça. Parce qu'il faut tout le temps se projeter que ce que l'on fait, ça doit servir à quelque chose. Donc c'est honnête. Ça met les gens dans un rapport d'intérêt, de désir, de coopération. C'est pas pour gagner sa vie. Alors après, on gagne sa vie. Mais sincèrement, la voie du concours, elle est bien, mais bonjour les gars, hein, quand même. C'est 1 sur 5, on gagne. Donc c'est appauvrissant. Quand on est jeune, faire des charrettes tout le temps, ça va. Après, il y en a marre. Il n'y a pas d'acquis, surtout. Pas d'acquis. Et puisque vous êtes beaucoup de femmes, et ce que j'ai fait n'intéressait que les femmes. Parce que c'était quelque chose, en fin de compte, qui ne représentait pas le métier des hommes. Donc au début, d'ailleurs, j'ai travaillé presque principalement toute ma vie qu'avec des femmes. Et les mecs, ça ne les intéressait pas. C'était pas viril. Donc avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les écoles d'architecture. Maintenant, vous êtes majoritaire. Et donc, c'est votre monde. Et même si on était très méchant, puisqu'on vous a cantonné dans le domestique, vous êtes donc plus compétente. Bonsoir. D'abord, merci d'avoir pointé aussi encore l'importance qu'ont les politiques. C'est vrai que c'est peut-être important aussi à dire à cette audience qui est relativement jeune. Et on pourrait croire que finalement, politique, c'est pas très très important. Et en vieillissant, on se rend compte quand même qu'il y a quand même beaucoup à faire avec eux et aussi à les éduquer, parce que on parle de personnel pas toujours très bien formé et pas très bien éduqué. Donc c'est aussi à tout à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice au niveau du savoir, puisque effectivement ce sont des partenaires avec qui on fait des choses. Voilà, c'est un simple petit coup de stabilo. Moi, j'avais 2 petites questions. La première, c'est justement sur la permanence urbaine et architecturale, qui me semble avoir été initiée dans un moment pré-Covid. Et je pense le postulat, et c'est peut-être plus difficile à faire après Covid, où la santé mentale s'est quand même fortement dégradée, et même si on a eu un regain de lien social pendant quelques temps, on voit quand même qu'il s'est relativement distendu. Est-ce que vous avez des exemples de permanences qui se sont initiées post-Covid et qui ont eu les mêmes effets ou pas? Et puis j'aurais bien aimé aussi avoir votre regard en tant que, je crois, ancien président sur la friche Belle de Mai de 2008 à 2013. Comment vous regardez son évolution, s'il y en a un. Et moi, je suis venu simplement parce que faire de l'obstacle le projet, ça a fait résonner en moi tous les principes un petit peu de permaculture urbaine que j'essaye de mener dans les projets de participation citoyenne en végétalisant des friches, en faisant des jardins et des vergers partagés dans l'agglomération stéphanoise. Merci. Sur la première, si vous voulez, pendant le Covid, j'avais décidé, un jour j'avais fait une émission justement sur la piscine avec Édouard Baird. Et Édouard Baird avait rigolé sur l'idée qu'on attrapait des verrues et des échauffements de la zézette, comme je disais, et tout. Voilà. Alors, pendant le Covid, il a fait une émission de chez lui, de radio. Et on a donc, moi j'avais le droit d'aller chez lui en cachette, quoi, au hall. Et on a fait donc une émission pendant le Covid où on avait donc, nous deux, on était chez lui dans sa cuisine et il y avait quelqu'un dehors qui était à la recherche de quelqu'un qui était dehors. Qui est dehors pendant que tout le monde est confiné? Qui? Bon, principalement des gens qui n'ont pas de logement. Voilà, donc. Et donc on a fait une émission comme ça où sont apparus des gens qui n'avaient pas la parole. Et sont apparus d'ailleurs des pratiques de la ville qui n'étaient pas connues, y compris par les politiques. Donc, entre autres, où dormir quand il pleut, où dormir quand il fait froid, où dormir le vendredi soir quand le centre-ville fait la fête, par exemple. Et on oublie complètement que quand on est clochard, on ne peut pas dormir dans le centre-ville le vendredi, parce qu'il y a la fête.
Alors, ça m'a donné l'idée de faire des soirées au coin du feu avec des maires qui avaient des sujets à traiter pendant le Covid. Donc j'ai pris 3 maires qui étaient dans la preuve par 7 et on a abordé le problème de la distribution des repas à domicile, puisque se posait la question comment aller porter des repas à domicile pour des gens qui ne pouvaient pas sortir, personnes âgées, handicapées, voire éventuellement même des gens, il y avait des enfants par exemple, qui étaient seuls chez eux, puisque les 2 parents travaillant en 3-8 n'étaient pas là aux heures de repas. Ils ne pouvaient plus manger à l'école, par exemple. Alors, on a mis en place 3 systèmes. Le premier, c'est de passer par un service, prestataire de service. De dire, ben voilà, on paye X% du repas à quelqu'un qui va aller livrer à domicile. Donc ça, c'est comment on délègue, comment certaines villes délèguent un service public à une entreprise privée qui n'apporte rien de ce qu'il y a de peut-être social ou de public dans le service. Un autre, le maire de Gennevilliers, lui, il a dit, on va faire autrement, moi je vais payer des gens qui n'ont pas de travail pour peut-être comprendre que grâce à eux, on va avoir un service social qui va être de qualité et on va donner du travail à des gens qui n'en ont pas pendant un moment où tout le monde est à l'arrêt du travail. Je trouvais que c'était une remarque assez intelligente. Instantanément, ils l'ont dit, les 2 autres, ils vont voler les repas. Sous-entendu, puisque ce sont des pauvres, ils vont voler les repas. Alors on a dit, ben, on tente. Donc lui, il a mis son système en place, et lui, il a découvert qu'en fin de compte, le vol, qui existe dans tous les magasins et tout, était de l'ordre de, je sais pas, de 5 à 8%, et il était l'équivalent de ce qu'il pouvait économiser sur la prestation payée à l'autre, mais il y avait quand même de l'argent restant pour donner. Et il a découvert des gens qui étaient prêts à devenir ce qu'on appelait, nous, dans notre époque, des militants, des gens prêts à rendre service socialement, d'ailleurs qui sont proposés à dire, après le Covid, parce que pour répondre à ta question, nous, on aimerait bien prendre cette fonction, parce que ce n'est pas désagréable, on aurait 50 repas par jour à les porter, on passerait un marché avec la ville, avec une association, et on ferait les repas. Et le troisième, c'était de dire, en fin de compte, on laisse faire, ce sont des associations, là c'était à Saint-Denis, des associations qui, en fin de compte, on leur dit qu'elles peuvent organiser des cantines de rue ou je ne sais pas quoi, dans les cours et autres, et on leur paiera. Là aussi, il peut y avoir un peu de fuite, comme on dit, mais c'est que dalle. Et ça a été alors un système extraordinaire, parce que ça a repris la place de l'espace public, semi-public, parce que c'était dans les cours d'immeubles ou dans les espaces interstitiels, les cages d'escalier, tout ce qui, en fin de compte, est à Saint-Denis occupé par la drogue. C'est très très drôle, je dirais. C'est une solution qui a permis de croiser la drogue et le social. Parce que la drogue, elle existe. On ne peut pas dire qu'on la cantonne, elle existe. Et donc, si elle est répandue, elle est plus observée que si elle est concentrée. Donc, sur les 3, il y en avait 2 de bien et 1 pas bien. Le prestataire, c'était nul. Sur les 2 autres, moi, j'ai retenu quand même 2 solutions qui pourraient perdurer. Voilà. Alors, pour Gennevilliers, ça perdure. Pour Saint-Denis, ça s'est arrêté. Et pour Bagneux, ça s'est arrêté. Et alors après, pour l'autre question, c'est pour la friche de la Belle de Metz, oui, c'est compliqué. Parce que, c'est pour un peu répondre à votre question, c'est des associations où des militants occupaient illégalement un bâtiment. Ça arrive, vous êtes d'accord que ça arrive souvent. Et donc, ils sont venus me voir pour que je les protège. Et donc, c'est un peu compliqué, parce que là, on vient avec Jean Nouvel. En plus, il voulait avoir que Jean Nouvel, en tant que tête de pont, le fasse et tout. Moi, j'ai dit, moi, je ne viens pas pour vous protéger au sens d'une lutte contre la mairie. Je viens éventuellement pour vous protéger, pour créer une structure pérenne qui permettrait donc de vous garder. Donc, je suis allé voir le maire de Marseille, qui était Jean-Claude Godin, avec Jean Nouvel. Et le maire de Marseille dit, alors, au Sénat, qu'est-ce que vous voulez, tout machin et tout. Nous, on veut simplement vous dire que vous avez à Marseille ce qu'aucune ville n'a, c'est une grande friche près de la gare, qui est un ancien bâtiment de la Saïta. Et voilà, dans le monde entier, on regarde cette friche comme un exemple unique. Et pourtant, c'est un truc que vous n'avez pas voulu et pas organisé.
Lui, il a dit, écoutez, si vous vous en occupez, je vous la donne. Alors, je lui dis, d'accord, mais il y avait 12 hectares. Alors, moi, je lui dis, moi, si vous me la donnez, je la veux pour longtemps. Je la veux pour 45 ans. Il dit, ah, bien sûr, vous exagérez tout de suite. Je dis, non, mais là, il y a 12 hectares. Moi, je vous garantis que je négocie avec les occupants que sur les 12, j'en garde 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je vous en libère 8, je peux en garder 4. Il me dit, vous n'y arriverez jamais. Faites la preuve. Je dis, bah, écoutez, déléguez-le-moi, et je vous jure, en 2 ans, je ramène les 12 à 4, et les 4, vous me les donnez pour 45 ans. Et donc, il a donné à une société coopérative d'intérêt collectif constituée de ses membres et constituée de la ville, qui reste propriétaire de l'endroit, une société civile donc, qui a pu produire l'aménagement et qui a sauvé le lieu. Alors, est-ce qu'on l'a sauvé comme un objet fini ou est-ce qu'on l'a sauvé comme un objet ouvert? Je pense qu'on l'a sauvé comme un objet ouvert. On l'a sauvé donc, de la spéculation et on l'a sauvé pour 45 ans. En 45 ans, on verra. Et on a quand même fait des travaux pour loger 50 associations, dont un restaurant qui s'appelle Les Grandes Tables, qui fait 250 couverts dans le jour. Donc c'est possible. Alors moi, ça, je l'ai fait entièrement bénévolement, pour montrer que je ne venais pas là pour faire une affaire. Donc là, j'avais l'âge pour le supporter. Mais tout le monde, tous les sociétaires ont bien compris, et c'est un peu la remarque qu'on faisait avec Xavier cet après-midi, c'est que moi, je leur ai dit, ça ne marchera que si vous payez un loyer. Parce que si vous payez un loyer, vous avez des droits. Et donc, non, et tout, ici, on a squatté pendant 10 ans, maintenant on paye un loyer qui est l'équivalent des charges. Parce qu'il faut qu'on soit indépendant, qu'on n'ait pas tous les ans à aller réclamer des subventions pour avoir des charges, parce qu'en ce moment, on vous dirait, bah alors ce n'est pas un système viable, puisque pour que ça existe, il faut donner des subventions. Donc on l'a rendu viable à ras des pâquerettes. Mais quand je passe en train, parce que des fois, je ne m'arrête pas, bah, je suis assez fier d'avoir fait ce truc. Parce que c'est quand même 45 000 m² en centre-ville. Et par rapport à la discussion qu'on a eue cet après-midi sur Pivoine, je l'ai donné à un jeune architecte marseillais, et le projet, ou le programme, ou le schéma directeur, ou le plan guide, appelez ça comme vous voulez, c'était qu'un plan guide de contraintes. Cet endroit a une hauteur, cet endroit a une largeur, cet endroit a une stabilité, cet endroit a une accessibilité, cet endroit a ça. Et donc, c'est les contraintes qu'on fait le projet. On n'a pas fait un projet pour le faire rentrer dans les contraintes. Donc, c'est encore par rapport à la conférence que j'ai faite, vous voyez, c'est prendre l'obstacle comme quelque chose de positif. L'obstacle, c'est la vie. Sur cette très belle conclusion, je vous propose qu'on continue éventuellement les discussions au bar, puisque le bar est ouvert. Donc, merci beaucoup. Merci Patrick pour cette soirée, toutes ces bonnes idées. Merci d'avoir posé une question.